Salut les amis. Dans la majorité des démocraties africaines, il y a un écart horizontal entre la volonté supérieure, celle de nos dirigeants, et la volonté inférieure, celle qui s'exprime dans la rue et dans la presse. La structure fondamentale de cette configuration apparaît sous sa forme la plus frappante lorsque la foule fait entendre jusqu'aux portes de l'Assemblée nationale une voix qui n'est celle d'aucun représentant. Ce phénomène n'est pas nouveau en sciences politiques. Cette confrontation est même la caractéristique du parlementarisme. Il engendre hélas le premier problème que nous allons évoquer aujourd'hui, le non-respect des engagements des candidats. Ce problème est la conséquence de la fusion des tares de deux systèmes politiques chez nous. D'un côté, le parlementarisme et de l'autre côté, la démocratie des partis politiques. L'élection a été inventée comme le moyen de porter au gouvernement des individus jouissant de la confiance de leurs concitoyens. Dans le parlementarisme tel que appliqué chez nous, la relation de confiance a un caractère essentiellement personnel. C'est par sa personnalité que le candidat suscite la confiance, non pas par ses liens avec d'autres représentants ou avec des organisations politiques. Le représentant entretient des rapports directs avec ses électeurs. Il est élu par des gens qu'il côtoie habituellement. L'élection, enfin, apparaît comme le reflet de l'expression dans l'ordre politique de facteurs sociaux non directement politiques. La confiance tient au fait que le représentant est perçu comme appartenant à la même communauté sociale que ses électeurs, que cette communauté soit définie purement géographique, la ville, le village, la région, ou en termes d'intérêts plus généraux, l'intérêt des paysans, des enseignants, des commerçants, ou même ethniques, Bambara, Peul, Bozo, Dogon, etc. La relation de proximité locale ou d'appartenance au même intérêt sont des réalités spontanément produites par le jeu de la vie sociale, non des liens explicitement noués à des fins politiques. En même temps, le représentant est quelqu'un qui a acquis par son caractère, sa fortune ou son activité une certaine éminence au sein de cette communauté. Dans ce contexte, hélas, l'élection ne fait que sélectionner un type particulier d'élite, c'est-à-dire les notables de la cité. Si vous remarquez, c'est bien ce mode de désignation que nous utilisons pour choisir nos députés, pour choisir nos conseillers communaux, etc. Maintenant, analysons ce type de contrat entre les électeurs et les élus. Dans ce système, chaque député pris individuellement est libre de ses votes à l'Assemblée nationale. Il est censé voter selon sa conscience et son jugement personnel, ce qui peut être quelque chose de positif, de bien. Donc son rôle n'est pas de transmettre une volonté politique déjà formée en dehors de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il n'est pas le porte-parole de ses électeurs, mais leur homme de confiance, leur trustee. Les représentants n'étant pas liés par des volontés précises de leurs électeurs, le Parlement peut bien être une instance de délibération au sens plein du terme, c'est-à-dire un lieu où les individus forment leur volonté par la discussion et l'échange des arguments. Car une discussion n'a de sens et de justification que si les acteurs peuvent changer d'avis entre le moment où ils s'engagent et le terme de l'échange. La possibilité de changement d'avis est tout de même une condition nécessaire, je dirais même indispensable, de la discussion délibérative. On se demande donc pourquoi nous avons une démocratie d'imitation. Pourquoi les pères fondateurs de notre système de représentants ont ajouté à tous ces avantages-là l'usage des partis politiques dans notre système d'élection. Parce que, avant tout, ce système de parlementarisme n'a qu'un inconvénient que nous avons toujours, malgré l'introduction des partis politiques. Cet inconvénient, comme je l'ai dit tantôt, c'est lorsque la foule est physiquement présente dans la rue et fait face aux élus, comme ce fut le cas en 2019 et 2020 au Mali, le risque du désordre et de la violence s'élève. Ce qui était une solution en Occident est devenu la deuxième tare de la démocratie malienne. La démocratie de parti a donc engendré le non-respect une deuxième fois des engagements des candidats. Dans une démocratie de parti, les électeurs votent avant tout pour un parti, non pour une personnalité. Cela se traduit par ce phénomène majeur qui est la stabilité des comportements électoraux, certes. Non seulement les individus tendent à voter toujours pour le même parti,
Mais l'orientation du vote se transmet de génération en génération au travers de la socialisation familiale ou locale. Les enfants votent comme leurs parents, les habitants d'un village votent comme y a toujours voté. Dans notre démocratie de parti, l'élection demeure une manifestation de confiance et non le choix de mesures politiques détaillées. C'est l'objet de la confiance même qui change. Elle ne s'adresse plus à une personnalité, mais à une organisation, le parti. Dans ce contexte, le député, l'élu, n'est plus un homme libre de ses décisions au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il est lié par le parti qui l'a fait élire. Dans certains pays même, vous remarquez que des députés doivent démissionner lorsqu'ils quittent leur parti. Les partis doivent pouvoir révoquer leurs députés. Dans ce contexte, les séances à l'Assemblée nationale, au Parlement, les séances plénières ne sont plus le lieu de la discussion délibérative. Une stricte discipline de vote règne à l'intérieur de chaque camp et les députés individuels ne peuvent pas changer d'avis sous l'effet de la discussion, une fois que la position du parti et de son groupe parlementaire a été fixée. En outre, les votes sur les différentes questions font toujours apparaître un clivage identique. Le camp majoritaire soutient automatiquement le gouvernement qui émane de lui et l'opposition s'y oppose. Un autre problème majeur des partis politiques au Mali, il s'agit bien des alliances contre nature. En formant une coalition, un parti politique se met délibérément en situation de ne pas pouvoir réaliser tous ses projets. Il accepte d'emblée de faire droit à une volonté autre que la sienne. C'est pourquoi notre démocratie des partis repose sur le principe du compromis, ce qui veut dire que les partis sont libres, une fois les élections passées, de ne pas mettre en œuvre la totalité de leur projet initial. On voit alors, malgré l'importance que revêtent les programmes, la démocratie des partis ne supprime pas dans les faits la marge d'indépendance des gouvernants vis-à-vis des gouverneurs inhérents au régime représentatif que nous avons créé depuis 1992. Notre système politique n'est donc pas une forme d'autogouvernement du peuple. Alors, dans le parlementarisme originel, c'est le député individuel qui est libre de son jugement et de ses décisions. Avec les partis, cette liberté est supprimée. Au Mali, nous avons additionné les conséquences des différents types de gouvernement sans les avantages associés. C'est pourquoi des notabilités se font élire dans un système purement parlementariste et finissent par s'affilier à des partis politiques. Dans ce contexte, les partis politiques doivent disparaître car ils constituent le mal de notre démocratie. Ils sont inutiles à notre démocratie. Je dirais même qu'ils sont dangereux pour notre démocratie. Et pourtant, les partis politiques ont été la solution dans des grandes démocraties. Il faut juste rappeler que l'existence de partis de masse et de programmes politiques paraissait transformer le lien représentatif lui-même, c'est-à-dire à la fois le rapport qualitatif entre le représentant et le représenté, et le rapport entre la volonté des gouvernés et les décisions des gouvernants. Ainsi, le personnel représentatif serait désormais principalement composé de citoyens ordinaires parvenus au sommet des partis à force d'activités militantes et de dévouement à la cause d'une organisation particulière. En outre, comme les représentants demeuraient une fois élus sous le contrôle des hommes d'appareil et des militants, par l'effet de la discipline interne au parti, le principe originel de l'indépendance de ces représentants pendant leur mandat paraissait transgressé. Les programmes politiques allaient dans le même sens. Force est de constater que dans la démocratie malienne, ceux qui sont au sommet des partis politiques ne sont pas des militants les plus méritants, mais plutôt les militants les plus fortunés, et rares sont les partis politiques qui disposent d'un programme politique. Dans ce contexte, oui, je le réaffirme, les partis politiques ne sont que des plateformes électorales. C'est pourquoi il faut aller vers ce que moi j'appelle une démocratie du public. Dans cette solution de démocratie du public, comme vous pouvez le constater, les électeurs voteront selon la personnalité des candidats offerts à leur choix. Le rôle croissant des personnalités au détriment des programmes constitue une réponse aux conditions nouvelles dans lesquelles s'exerce aujourd'hui l'activité des gouvernants. L'ampleur de la tâche des gouvernants s'est considérablement accrue au cours du dernier siècle.
Le gouvernement ne règle plus seulement les conditions générales de la vie sociale, il intervient dans toute une série de domaines. Or, sauf à devenir immense, illisible et partant inutile pour la mobilisation des électeurs, un programme ne peut pas contenir le catalogue de toutes les mesures singulières qu'entend prendre un candidat. Mais surtout, nos différents États sont devenus de plus en plus interdépendants en matière économique et sécuritaire. Cela signifie donc que l'environnement auquel chaque gouvernement est confronté résulte des décisions prises par un nombre de plus en plus grand d'acteurs. Cet environnement devient ipso facto de moins en moins prévisible. En se proposant comme candidat, les hommes politiques savent qu'ils devront faire face à l'imprévisible. Ils n'ont donc pas intérêt à se lier les mains par avance en s'engageant sur un programme détaillé. La nature de l'activité gouvernementale contemporaine et l'environnement dans lequel elle est conduite appellent ainsi de plus en plus l'exercice de ce que l'on pourrait appeler, pour utiliser un terme ancien, un pouvoir de prérogative. Locke définissait ainsi, on le sait, la prérogative comme le pouvoir de prendre des décisions en l'absence de loi. La nécessité d'un tel pouvoir aujourd'hui se justifie par le fait que les gouvernants doivent aujourd'hui, dans certains cas, prendre des décisions singulières et affronter l'imprévu. Ce que l'on appelle ici le pouvoir de prérogative des gouvernements n'est pas défini par rapport à la loi, mais par rapport au programme politique. Or, si une certaine forme de pouvoir discrétionnaire doit être accordée aux gouvernants, il est raisonnable de les choisir sur ce que l'on estime être leur aptitude à prendre les décisions appropriées plutôt que sur la promesse de décisions déterminées. Du point de vue de l'électeur, la confiance personnelle inspirée par les candidats devient un principe de choix beaucoup plus adéquat que l'évaluation d'actions futures particulières. La notion de trust, si importante aux origines du gouvernement représentatif moderne, retrouve ainsi une place centrale. C'est pourquoi les électeurs doivent aujourd'hui accorder aux gouvernants une marge de discrétion par rapport aux promesses faites pendant la campagne électorale. C'est pourquoi, et d'ailleurs, le mandat impératif n'est pas envisageable. Le caractère répété des élections introduit, sans doute, un certain élément d'objectivité dans ce modèle que je vous propose. Les électeurs peuvent faire l'épreuve que les critères dont ils s'étaient servis lors de l'élection précédente ont abouti à la sélection de gouvernants qui se sont révélés extrêmement mauvais ou incompétents. La répétition fera des élections un processus d'apprentissage dans lequel les électeurs apprennent la valeur politique objective de leurs critères de sélection. Le mandat doit être bref pour maintenir les représentants dans une dépendance convenable vis-à-vis de leurs électeurs. Le nombre de représentants ne doit pas être supérieur à 1 pour 30 000 habitants et chaque cercle du Mali doit avoir au moins un député. Il n'en reste pas moins, cependant, qu'à chaque fois, ils choisissent ce qu'ils perçoivent sur le moment comme une supériorité politiquement pertinente, leur perception du moment étant aussi fondée sur leurs expériences antérieures. Ceci étant, nous allons donc aborder le deuxième gros problème à régler avant d'aller aux élections au Mali. Je le qualifierais de l'usage de l'argent dans la politique. En 1992, quand nos pères fondateurs, nos conférenciers ont choisi une démocratie d'imitation, ils ont systématiquement copié sur le modèle français, anglais et américain, ce qui étend le droit du suffrage à tous les Maliens à partir de 18 ans. Ils ont volontairement oublié que jusqu'au bout du XXe siècle, en France, en Angleterre, l'avènement du suffrage universel et la suppression du cens d'éligibilité sont les résultantes de longues batailles. Le droit pour tous de choisir librement les gouvernants constitue certes un progrès de l'égalité politique. Cependant, il engendre un effet inégalitaire et même aristocratique qui doit être corrigé. Un système électif ne donne pas à tous des chances égales d'accéder aux charges. L'élection désigne des individus en vue ou visibles, plus éminents ou ayant plus de relief, promittentes que les autres et plus riches.
Cependant, dans une situation où l'éligibilité est légalement ouverte à tous, n'importe qui pourrait décider de se présenter à l'élection. Comme une campagne électorale implique des coûts pour les candidats, la diffusion délibérée de l'information concernant les candidats relâche, dans une certaine mesure, les contraintes de l'imminence préalable et en particulier de la notabilité. Mais elle est coûteuse et favorise dès lors ceux qui peuvent mobiliser des ressources supérieures. Les candidats doivent se faire connaître, il n'y a pas d'illusion, et il n'y a aucune raison de supposer que les coûts d'une telle entreprise sont négligeables. À la fin du 19e siècle, en Angleterre, toutes les études historiques confirment qu'il fallait de la fortune pour rassembler des voix. Cela tenait, pour une large part, à des facteurs pratiques propres à l'organisation des élections en Angleterre. Les lieux de scrutin étant peu nombreux, les électeurs devaient souvent faire un long voyage pour voter. Or, l'usage était que chaque candidat devrait prendre en charge le voyage des électeurs qu'il mobilisait en sa faveur et payer leurs frais de déplacement et de séjour. Tel est un peu le cas chez nous aujourd'hui. Si les candidats doivent financer la campagne électorale sur leurs propres deniers, sur leurs propres fonds propres, l'avantage des catégories sociales fortunées prend sa forme la plus manifeste et la plus immédiate. Il se traduit directement dans la composition sociale de l'Assemblée élue. Mais cet avantage ne disparaît pas, même si les candidats font appel aux contributions des citoyens pour financer les campagnes. L'existence d'organisations financées par les cotisations de leurs membres atténue les effets de la richesse sur la sélection des représentants. Et d'ailleurs, c'était là, du reste, un autre des objectifs explicites de la création des partis de masse dans la seconde moitié du 19e siècle. Cependant, même de telles organisations n'abolissent pas entièrement le privilège de la fortune. Il faut en effet plus d'efforts, de travail, d'organisation et d'énergie militante pour collecter une même somme par les contributions de citoyens peu fortunés, même pauvres, que par celle des plus riches. Prise à elle seule, la procédure élective favorise donc les catégories les plus aisées de la population. Et c'est pourquoi, au Mali, il est urgent, je dirais il est impératif, il faudra atténuer ces facteurs inégalitaires impliqués par l'élection par deux mesures. La première mesure, le financement public. Oui, le financement public. Et la deuxième mesure, le contrôle des dépenses de campagne. L'expérience semble montrer qu'une telle réglementation soulève des difficultés techniques, mais elle n'est pas impossible par pratique. Il est cependant singulier que nous ne voulons pas nous préoccuper de ce problème. Je le comprends. Cela tient probablement, au moins pour partie, au fait que les électeurs eux-mêmes, que vous avez tendance à sous-estimer le coût des campagnes électorales et vous n'êtes guère disposé à ce que des ressources publiques non négligeables leur soient consacrées au détriment de la santé, de l'armée ou de l'agriculture. Et pourtant, c'est un fait. La désignation des gouvernants par le peuple est une pratique qui coûte cher, extrêmement cher, même si le peuple n'en admet pas volontiers les conséquences. À défaut d'un financement public, une solution transitoire serait d'introduire une loi pour créer un certificat de citoyenneté active. Aujourd'hui, pour pouvoir voter, il suffit d'avoir 18 ans et disposer de la nationalité malienne. Quand nos conférenciers de 1992 ont copié notre modèle de démocratie sur celui de la France, ils n'ont pas pris en compte le fait que l'Assemblée constituante française avait établi d'emblée un droit de suffrage restreint. Il fallait payer une contribution directe égale à la valeur de 3 journées de travail pour être citoyen actif. D'autre part, les femmes, les domestiques, les indigents, les vagabonds, les moines, les talibés n'avaient pas de droit de vote au motif qu'ils étaient trop dépendants d'autrui par position sociale pour avoir une volonté politique autonome. C'est pourquoi, à partir de 18 ans, il faudra aujourd'hui conditionner le droit de vote à l'obtention d'un certificat de citoyenneté active délivré après une formation générale de 24 heures dispensée dans des citoyennetés écoles. Après tout, pour conduire une voiture sur la voie publique, il faudra bien obtenir un permis de conduire. Eh bien, pour pouvoir voter, il va falloir également obtenir un certificat de citoyenneté active.
La démocratie représentative est constitutivement un régime adaptable et souple. Le fait de copier sur les modèles français, anglais et américains ne tient pas seulement aux circonstances extérieures. Aujourd'hui, plusieurs éléments centraux, présents dès 1992, lui permettent de se modifier sans se briser ni devenir méconnaissable. Je vous remercie.